Le dimanche 12 juin 1977, c'est l'heure du grand départ pour le camp Scott qui ouvre ses portes pour l'été. Comme ça se fait depuis une dizaine d'années maintenant, un bus vient chercher les scouts dans les villes situées aux alentours du camp pour les y emmener. Parmi les filles scouts, il y a Michelle Goose, 9 ans, Denise Milner, 10 ans, et Laurie Farmer, 8 ans. 3 fillettes de 8, 9 et 10 ans ont été battues à mort alors qu'elles passaient leur première nuit dans un camp de vacances scout au nord-est de l'Oklahoma. Que s'est-il passé cette nuit-là? Pourquoi s'en être pris à 3 jeunes filles innocentes? Qui est responsable de ce crime odieux? Dans cette vidéo, nous allons essayer de faire la lumière sur une histoire qui dure depuis plus de 45 ans. Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors normalement, je devais vous faire découvrir un endroit assez spécial. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui malheureusement, car je me suis rendu sur place et effectivement, les barrières ont été renforcées, ce qui fait que je n'ai pas pu y accéder tout simplement. Mais c'est pas grave, car le cadre où je suis aujourd'hui se trouve tout à fait aux abords et correspond parfaitement à l'histoire qui commence maintenant. Le camp Scott. Notre histoire prend place aux États-Unis et plus précisément dans le comté de Miles en Oklahoma. C'est ici qu'a été construit le camp Scott. Situé en pleine forêt, il a très bonne réputation. D'ailleurs, il accueille chaque année des dizaines de campeurs qui viennent expressément profiter de toutes les activités et du cadre qui est juste exceptionnel. Ce qu'il faut savoir avec le camp Scott, c'est qu'il est réservé uniquement aux filles. Le camp est très grand. Il est composé de 11 unités nommées en fonction des tribus amérindiennes vivant ici avant. Composées chacune d'environ 8 tentes mises en hauteur sur une plateforme en bois pouvant accueillir entre 3 et 4 scouts pour un total lorsque le camp affiche complet d'environ 352 filles scouts. Sachez que le nombre est très important. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous pensent qu'en venant camper avec un grand nombre d'amis, ça peut nous protéger de tous les dangers de la nuit, alors que pas du tout. Les 3 filles vont être à leur arrivée au camp Scott assignées à l'unité Kiowa et placées dans la tente numéro 8, celle qui est la plus éloignée du chef scout en charge de cette unité. Ce positionnement réalisé par hasard leur sera fatal, puisqu'un homme rôde et observe ce qu'il se passe dans le camp sans que personne ne le remarque. Occupant 410 arts avec le ruisseau qui le traverse, le camp Scott était entouré d'une forêt densément boisée. La nuit du drame sera décrite comme très agitée, puisqu'un violent orage s'abat sur la région, forçant les scouts à se replier plus tôt que prévu dans leur tente. Il faut savoir que ce soir-là, une 4e fille devait rejoindre Denise, Laurie et Michelle, mais qu'à cause de l'orage, elle n'a pas pu changer de tente. La soirée s'annonçait donc, à cause de l'orage, assez mouvementée. La nuit des meurtres. Comme je vous l'ai dit, cette nuit-là était vraiment agitée. Il y a pas mal de pluie qui tombe et par période de 10 à 15 minutes. Bref, il y a énormément de bruit dans toute la forêt. Et pourtant, et malgré tous ces bruits, tout au long de la nuit, il va se passer des événements étranges qui auraient dû éveiller les soupçons d'un possible intrus dans le camp. Le premier événement aura lieu vers 22h. Un garde chargé de la sécurité des scouts voit une lumière dans la forêt qui se dirige vers l'unité Kiowa. Il ne relèvera pas, puisqu'il pense que c'est peut-être un scout gradé qui cherche du bois. Le second aura lieu vers minuit. Cette fois, c'est Carla Willay, 18 ans, une scout chargée de l'unité qui rappelle à l'ordre des filles qui étaient en train d'organiser une petite réunion dans les toilettes. Elle les ramène dans leur tente, la numéro 6. Elle ne remarque à ce moment-là rien de spécial. À 1h30 du matin, les filles de la tente numéro 6 font encore du bruit. Carla, dont la tente est placée à l'extrémité de l'unité Kiowa, est très énervée par leur comportement. Elle se lève donc, prend sa lampe torche, marche et braque sa lampe sur la tente numéro 6 en leur criant d'arrêter. Et les filles se calment. Ces bruits
assez étranges que personne ne semble comprendre, vont se répéter tout au long de la nuit entre 1h30 et 3h. Le dernier événement très étrange va se produire entre 3h et 5h30 du matin, puisque des scouts vont dire qu'un homme est venu jusqu'à leur tente, a soulevé le rideau de toile et que cet homme leur aurait mis sa lampe dans le visage. Les scouts n'ont pas su comment réagir et au bout de quelques secondes, l'homme a refermé l'espèce de rideau en toile et serait parti. Cet événement sera le dernier rapporté par des témoins cette nuit-là. La principale activité dans une tente lorsqu'on est scout, c'est d'écrire des lettres, chanter ou même jouer aux cartes. Ce soir-là, toutes les trois ont écrit quelque chose à propos de leur toute première après-midi en tant que scout. Michel et Laurie ont expliqué dans leurs lettres être heureuses, qu'elles étaient impatientes de participer aux activités. Tandis que Denise s'est montrée un peu plus froide. Elle a écrit ce soir-là « Chère maman, je n'aime pas le camp, il est très effrayant. Dès le premier jour, il pleut. J'ai 3 nouveaux amis, Glenda, Laurie et Michel. Laurie et Michel sont dans ma tente. Maman, je ne veux pas rester ici. Pendant 2 semaines, je veux rentrer et être avec vous, ta fille qui t'aime. » Vers 6h du matin, Carla Winlight était en route pour prendre sa douche. C'est à ce moment-là qu'elle va faire une des plus tragiques découvertes. Le matin de l'horreur. Le soleil se lève et une journée d'horreur commence alors. Après une nuit mouvementée à cause du temps et de certains scouts ne respectant pas le règlement, Carla se lève aux alentours de 6h dans le but de prendre une douche avant que tous les scouts se ruent vers les parties communes du camp. Elle veut un petit peu de calme. Carla marche quelques mètres et son regard est attiré par une espèce de masse. Carla décide alors de s'en approcher et elle se rend compte que cette masse n'est ni plus ni moins une petite fille posée à côté de 2 sacs de couchage. Carla tente de garder son calme. Elle comprend immédiatement que tout le camp est en danger, qu'il y a un individu sûrement armé à l'intérieur du camp Scott. Elle se dirige réveiller les 2 autres scouts gradés en charge de l'unité, Dee et Suzanne, qui se précipitent immédiatement dans les tentes pour vérifier que personne d'autre n'est disparu. Ils vont alors découvrir avec horreur que la tente numéro 8 est complètement tachée de sang. Dee et Suzanne rassemblent alors tous les membres scouts de leur unité, pendant que Carla court vers le poste de secours donner l'alerte. Tout le monde doit se rassembler. L'infirmière est appelée et se rend sur les lieux. L'infirmière va donc tenter de prendre le pouls de Denise, qui a des marques de coups sur le visage et les mains ligotées dans le dos. Mais il est déjà beaucoup trop tard. La petite fille est décédée. Alors que l'infirmière est sous le choc, Richard, un organisateur du bon fonctionnement du camp, va les rejoindre. Il va alors ouvrir les 2 sacs de couchage placés à côté de Denise. Il descend lentement la fermeture du premier et il découvre avec horreur Michel Goose. Richard, à ce moment-là, sait pertinemment ce que le second sac contient. Il ouvre et découvre cette fois la petite Laurie Farmer. Les 3 jeunes filles ont été sauvagement assassinées cette nuit. C'est seulement vers 10h du matin que l'évacuation massive du camp est mise en place. Les secours sont appelés et l'évacuation du camp scout est mise en place. Vers 10h du matin, les enquêteurs de l'OSBI investissent les lieux au camp Scott. C'est à ce moment-là que l'évacuation du camp est mise en place. En quittant le camp, les bus venus chercher les jeunes filles vont passer devant une nuée de journalistes qui ont appris qu'il s'était passé quelque chose d'horrible au camp Scott. Quand les techniciens de la police scientifique arrivent sur les lieux, d'autres objets ont été retrouvés. Une paire de lunettes de vue et un gros rouleau de scotch noir qui correspond à celui retrouvé sur la poitrine de Denise Milner. Ils ont retrouvé également une lampe torche de plastique rouge qui était recouverte d'un morceau de sac poubelle noir. Cela aurait permis à l'individu d'atténuer le faisceau de lumière pour éviter d'être vu. Pendant l'analyse de cette lampe, ils vont la démonter et découvrir un morceau plié en 4 à l'intérieur, un morceau de papier journal précisément. Glissé là sans doute pour éviter de faire bouger la pile, pour éviter de faire du bruit. La police s'intéresse ensuite à la tente numéro 7, se trouvant à environ 150 mètres de là où les corps ont été retrouvés et où dormaient les victimes. À 5 km de la scène du crime au sud-ouest, près d'un ruisseau, c'est 2 chasseurs d'écureuils qui vont faire une découverte. Ils découvrent une grotte dans laquelle se trouve un paquet de farine ainsi que d'autres objets. Ils comprirent très vite que quelqu'un vivait à l'intérieur de cette grotte. Ils décident donc de prévenir la police. Une fois sur place,
certains objets attirent toute l'attention. Un rouleau de ruban scotch noir, des lunettes de soleil et un morceau de papier journal. Celui-ci correspond étrangement à celui retrouvé 3 jours plus tôt sur la scène de crime dans la lampe torche. Parmi les objets retrouvés dans la grotte, il y a ces 2 clichés photos reprenant 3 femmes en robe de soirée. Ces 2 clichés photos ont été développés en prison par un seul et même homme, Jean Leroy Hart. Le procès. L'affaire de l'État dépendait de 2 types de preuves. Les preuves qu'on a retrouvées donc près des victimes et les preuves que l'on a retrouvées dans la grotte. Si le jury reconnaît l'accusé coupable de meurtre avec préméditation, alors selon la loi de l'Oklahoma, il risque la réclusion à perpétuité. À savoir, au moment des faits, Jean Leroy Hart était déjà en cavale depuis 4 ans. À savoir qu'il avait déjà agressé 2 femmes à la sortie d'une boîte. Il les avait, sous la menace d'une arme, demandé de monter dans son véhicule, les a emmenées dans un bois, les a violées, frappées et laissées pour mortes. Concernant les preuves retrouvées dans la grotte 3 jours après les meurtres, elles ne seront pas retenues. Pourquoi? Je vous explique. Pour le grand jury, cela ressemblait à une mise en scène. Du coup, elles seront classées comme irrecevables. En revanche, l'analyse ADN des preuves relevées sur la scène de crime et qui plus est sur les victimes le seront à moitié. Car retenons que la science n'est pas encore au point en termes d'ADN. Jean Leroy Hart retournera en prison pour d'autres faits qui lui seront reprochés, mais malheureusement pas pour le meurtre des 3 jeunes filles. Quelques semaines après sa réincarcération, Jean Leroy Hart décède de mort accidentelle dans la cour de la prison. Ce qui laisse, comme vous pouvez l'imaginer, les familles des victimes sans voix et sous le choc. Car pour eux, cette fin n'était pas à la hauteur de son acte. Plus de 40 ans après, le dossier de l'affaire Camp Scott est toujours ouvert. Même si l'avancée est au point mort, pour les familles des victimes, je cite, « Chaque nouveau élément est bon à prendre ». Cette vidéo touche déjà à sa fin. Je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci, je pense qu'elle sera beaucoup plus marrante. Vous allez adorer. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.